Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. On est là de retour, on avance et on progresse vers ces 16 previews vers les étoiles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle de l'Ikimoli Star League, version 2024-25, le championnat de France masculin, première division de handball. Si tu me découvres avec cette vidéo déjà et que tu es passionné de hand, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne parce que si tu aimes justement rentrer dans les détails, expliquer un petit peu ce qui se passe, comme jamais personne ne te l'a expliqué, ces previews sont là pour toi. Alors là, j'en suis au moment où je te tourne cette vidéo à cette neuvième preview de la série. Il y en a 8 au préalable qui ont été tournés. On remonte petit à petit vers, on va dire, on part du bas, du plancher de la Ligue Immobilier Star League pour arriver jusque vers les sommets, vers les hauteurs. Et là, donc, on en est à la neuvième équipe qui va passer sous le crible enthousiastique, bien sûr. Aujourd'hui, on parle du PAUC, comme tu as pu le voir en miniature. Le Provence ex-Université Club, Aix-en-Provence, est présent et on va parler de cette équipe qui a été très irrégulière l'année dernière dans l'exercice 2023-24. On va rentrer tout de suite sans plus tarder dans les détails. Là, tu me vois là ici, tu vois, et je vais partager mon écran avec toi pour qu'on puisse rentrer dans la dynamique du PAUC maintenant. Voilà, et je vais agrandir tout ça pour que tu puisses bien voir ce qui se passe. On y est. Donc, alors, voici ce qui se passe. Le PAUC vient vers nous, en tout cas, se propose à nous, club qui a été fondé en 1955, club qui est relativement récent dans le paysage de l'élite du handball français. Et on va tout de suite regarder dans cette première séquence de la vidéo le Yago. Le Yago, je le répète, c'est, en fait, tu t'imagines le Yago comment c'est joué hein, au handball. Hein, je te fais pas la leçon, hein, simplement. Mais là, on prend du recul un petit peu, on ressort le pivot, on échange avec la base arrière. En gros, on fait une espèce de coup d'œil dans le rétroviseur pour regarder la saison du PAUC, faire le bilan et en même temps voir un petit peu ce qui s'est passé au cours de cette saison du PAUC qui, comme je te l'ai dit, a été pas mal chahuté, puisque quand tu regardes bien, c'est simple, le PAUC, c'est du 50-50. C'est une équipe qui a été capable du meilleur comme du pire, et je vais te l'expliquer dans quelques instants. Elle a fini donc huitième, donc pile à la moitié enfin le bas du haut du tableau, pour parler ainsi, de la colonne de gauche. Huitième, 28 points, 30 matchs, 15 victoires, 15 défaites. On ne peut pas faire mieux, donc voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça. 944 buts marqués contre 960 encaissés. La plus grosse victoire du PAUC, c'était du côté de Dijon. Dijon, on le sait aujourd'hui, a été relégué en Pro League. Quatrième journée, c'était au mois de septembre. Victoire là-bas, 33-26. Et la plus lourde défaite, c'était contre le Paris Saint-Germain à domicile lors de la 10e journée. Au mois de novembre de l'année dernière, 2023, défaite logique, parce que c'est le Paris Saint-Germain sur le score de 39-31. On va revenir un petit peu plus tard, notamment sur le cas de Dijon. Tu verras que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup de choses à dire concernant le PAUC. La saison du PAUC a été assez mouvementée, pas que sur le terrain, mais aussi en dehors aussi un petit peu, puisque en fait, dans le courant de l'année, on apprend que le PAUC va changer d'entraîneur. Là, l'équipe est entraînée l'année dernière par, d'ailleurs, s'il me regarde, grand bonjour, Philippe Gardan, qu'on connaît, qu'on ne présente plus, hein, qui, voilà, si on devait commencer, ça ferait toute la longueur de la vidéo, ce serait pas pertinent. Mais en tout cas, Philippe Gardan était là pour un an, c'était un CDD. Il était supposé précéder l'arrivée du coach Magnus Andersson, mais finalement qui s'est rétracté. Normalement, en principe, cette année, ça aurait dû être lui qui aurait dû être le coach du PAUC. Mais pour la petite histoire, peut-être que tu n'es pas au courant, mais je t'en informe. On apprend ça notamment dans le journal L'équipe. Bah, Magnus Andersson, qui aurait dû venir, il a été mis au placard dans son ancien club. En fait, son ancien club, c'est où? C'est le FC Porto, la filière handball du FC Porto au Portugal. Il a été mis au placard parce que les résultats n'étaient pas forcément très bons par l'ancien président, sauf que à Porto, il y a eu un changement de présidence et si tu suis un petit peu le football, le nom de André Villas-Boas doit te dire quelque chose. C'est l'ancien entraîneur de l'équipe de l'Olympique de Marseille au foot. Il a entraîné aussi également Tottenham en Angleterre. Mais là, on ne parle pas de foot, on parle de hand. Mais seulement le FC Porto, comme je te l'ai dit, c'est une équipe multisport. Et bien, ce président, André Villas-Boas, a décidé de garder, de conserver Magnus Andersson. Et pour le coup, alors que le contrat était signé avec le PAUC, eh bien, il a dit, bah, tu sais quoi, c'est pas grave, c'est combien? Je te rachète le contrat. 300 000 euros dans la poche du PAUC pour annuler le contrat, racheter les années qui étaient donc concédées à Magnus Andersson. Et du coup, on ne verra pas
malheureusement, Magnus Andersson du côté du PAUC, sachant que Magnus Andersson, ça faisait un petit moment qu'il était à Porto, hein, il était à Porto depuis 2018, et donc, pour le coup, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne savait pas à la fin de la saison si, qui allait entraîner le PAUC. Je te laisse un petit teasing, ce ne sera pas Philippe Gardon, c'est sûr. Je te laisse un petit teasing pour la suite de la vidéo, mais d'abord, pour un petit peu illustrer justement ce qui se passe à l'extérieur, il y a aussi une rupture un petit peu consommée avec les supporters, les gros supporters du club du PAUC, les Rombeu di Fada. Il y a une histoire entre la direction et les supporters, alors que ces supporters étaient pas mal virulents, il y a eu pas mal d'histoires et finalement, ben, ça manque un petit peu d'énergie au PAUC quand tu vas à l'arena là-bas. Est-ce que ça a eu un impact sur les résultats de l'équipe? Ben, on va dire que les joueurs sont un petit peu indépendants de tout ça. Ils sont là, ils font le job, ils font ce qu'ils ont à faire. Leur but, c'est de gagner tous les matchs. Ils l'ont réussi la moitié du temps, en tout cas. 15 victoires pour 15 défaites pour ce qui est de la Ligue Moly Star League. Et là, qu'est-ce qu'on constate, en fait, quand on voit l'évolution sur le terrain du PAUC? On commence par une victoire contre Créteil à domicile, une victoire de 5 buts. Et d'ailleurs, je te fais remarquer que c'est le premier match de la saison, hein, le match d'ouverture à nouveau PAUC Créteil. C'est encore une fois l'ouverture de la saison à l'Arena du côté d'Aix-en-Provence. Donc, va aller voir là-bas, les places sont disponibles. Donc, va voir cette équipe du PAUC. Et donc, pour revenir à l'année dernière, donc, l'équipe était régulière par excellence. Avec, après cette victoire contre Dunkerque, eh ben, on perd, contre Créteil, pardon, on perd justement à Dunkerque d'un but. Puis après, deux victoires d'affilée, on se dit, tiens, mais après, c'est les victoires contre Saran et contre Dijon, et à Dijon. Et tu vas voir que Dijon, je t'ai dit en préambule que Dijon allait avoir une certaine importance. On en reparle un petit peu plus tard dans ce déroulé. Après ces deux victoires, donc, contre les deux relégués, on a deux défaites contre Chartres. Bon, c'est une défaite voilà, qui fait un petit peu tâche. Mais par contre, tu t'inclines à Toulouse de 7 buts, qui peut, a priori, quand on voit le standing de Aix, qui reste sur une saison Coupe d'Europe l'année précédente, qui s'est fait d'ailleurs sortir un petit peu piteusement, hein, euh, la défaite à Toulouse, elle fait mal. 33-26 quand même. Alors bon, tu dis ça fait mal, c'est le début de la saison, on a le temps de se refaire. Mais par contre, on commence à sentir un peu l'irrégularité. À nouveau deux victoires. Et cette fois-ci, belle victoire pour la réaction, notamment après la défaite de Toulouse. Victoire contre Limoges, 35-32. Mais après, le derby. Alors, le derby de Aix, le match chaud de Aix, c'est pas contre Istres, hein, non, parce que même si les deux équipes sont en Provence, mais c'est de l'autre côté du Rhône, contre Nîmes. C'est là-bas que ça se passe. Et justement, lors de cette septième journée, lors du derby, on gagne 32-31. C'était un match chaud d'ailleurs, un match très chaud qui s'est soldé par une victoire du PAUC et qui précède la victoire contre Limoges. Après ça, bah, à nouveau, bah oui, on s'est dit que Aix allait être irrégulier. Après deux victoires d'affilée, trois défaites consécutives. Lors de la 9e journée, défaite de -1 à Saint-Raphaël. Tu perds -8 contre le PSG, 39-31. Ça arrive à des gens de bonne intention. Et tu perds, par contre, là, c'est beaucoup plus scandaleux. Tu perds d'un but à Ivry, 29-28. Par contre, Ivry qui est un prétendant pour le maintien. Tu t'appelles Aix, tu ne perds pas à Ivry. Tu dois faire un résultat là-bas. Et là, on se dit à la fin, attends, trois défaites de suite, on ne sait pas à quelle sauce on peut, comment dire, cuisiner Aix. C'est impossible. Cette équipe est capable de belles petites performances, mais aussi des pires. Et là, quand tu vois la reprise après cette défaite à Ivry, à domicile, tu joues contre Chambéry, sachant qu'il y a une belle connexion au niveau des transferts de joueurs entre Chambéry et Aix, on va y venir après un petit peu plus tard. Tu gagnes contre Chambéry, 35-34. Mais juste après, tu perds. Mais tu perds pas contre n'importe qui, tu perds à Montpellier. Tu perds de 5 buts. Mais après cette défaite à Montpellier, je suis sûr que tu as vu ce match-là. Sans doute un des matchs les plus dingues de la saison dernière. C'est cette performance monumentale d'aller gagner à la Alix XL de Nantes 41-37 lors de la 14e journée l'année dernière. C'était un des gros matchs, sans doute les matchs les plus surprenants de la saison. Et d'ailleurs, j'ai relevé un petit peu de stats sur ce match-là, puisque à l'époque, pour le PAUC, c'est là qu'on commence à découvrir, enfin, c'est pas qu'on le découvre, on le connaissait déjà un peu, il commençait à grossir de plus en plus. Yann Tarafeta explose. 13 buts marqués pour le demi-centre du PAUC. Il est accompagné aussi de Simevic qui marque 7 buts. Et aussi, on a le trio Xavier Labigan, Gabriel Luch et Adrien Vergely.
5 buts chacun. De l'autre côté, à Nantes, Emric Min marque 7 buts, Rokovnicek et Julien Boss marquent 5 buts. À la mi-temps de ce match, il y avait 22-16 pour le PAUC. Nantes n'en revient pas, sort de nulle part, n'arrive pas à se mettre dans ce match et s'incline dans la LXXL, donc 41-37 sur cette équipe surprenante de Aix. Là, pour le coup, on se dit, ben, définitivement, cette équipe est capable du meilleur, comme d'aller s'incliner quelques journées auparavant du côté d'Ivry, quoi, de manière assez piteuse. Et là, on enchaîne la 15e journée, on se dit, ouais, c'est cool. On finit la phase aller contre Cesson, victoire 34-32. Ok, super, waouh, Aix-en-Provence, bon ben, ils sont capables de peut-être qu'on va retrouver un standing, quelque chose, et on va vibrer du côté de Aix, mais patatras. Une fois que la trêve internationale, le championnat d'Europe, tout ça, Elohim Prandi frappe contre la Suède, la victoire des Français à l'Euro, tout ça, machin. On dit tout ça, on revient aux affaires en Star League, badaboum, défaite 34-33 contre Dijon. Dijon, s'il te plaît, tu as mis une fessée à Nantes à la Alex XL juste avant les fêtes et tu reviens après et tu te fais fesser à domicile contre Dijon. 34-33. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais bien savoir ce que Philippe Gardan pense de son équipe à ce moment-là, capable du meilleur comme du pire. Et ça, le pire, c'est ça. Et je t'ai parlé de Dijon il y a quelques minutes. J'en reviens à ça, c'est pour t'annoncer ça, en fait. Alors après, tu te reprends à la J17, mais tu te reprends contre qui? Contre Limoges. Limoges, à la fin de l'année, qui finit européen. Tu vas gagner là-bas, à Beaublanc, à Limoges, 38-35. Franchement, mais que penser du PAUC cette saison? Qu'est-ce que tu fais? On est complètement schizophrène. Après cette victoire, eh ben tu repères contre Nîmes dans le derby parce que Nîmes, forcément, qui s'est incliné à l'aller au Parnasse, revient chez toi et vient te taper de 3 buts, 29-26. Tiens donc. Ah là 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 là, c'est pas possible. Et après cette défaite, bah tu vas gagner deux fois. Tu vas gagner une fois contre Saran de 2 buts et contre Dunkerque de 4 buts. Mais seulement après, tu perds à nouveau 3 fois d'affilée à la 21e journée. 3 fois tu perds et tu perds salement. -6 à Chambéry. Nantes vient dans ton aréna et t'en colle 6 de différence. Forcément, ils avaient des dents et se sont dit là non, pas 2 fois, pas cette année, ni jamais, lors de la 22e journée. Et lors de la 23e, tu perds de 4 buts à Créteil, encore un concurrent du maintien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette affaire? Expliquez-moi, Ex, mais expliquez-moi votre saison l'année dernière, une saison de, de furieux, quoi. Vraiment, c'est dingue. Mais seulement voilà, t'as perdu 3 fois d'affilée, et ben devine quoi après? Eh ben tu réenchaînes avec 4 victoires d'affilée. Et ouais, allez-y, ma bonne dame, ça passe pas. On gagne pas. Ben là, comme tu t'es incliné à Créteil, ben le match suivant, lors de la 24e journée, c'est Ivry qui vient chez toi. Tu gagnes, mais à l'arraché, dans un gros match 38-37, un gros match offensif. Enfin bon, voilà. C'est PAUC, ça gagne. Après, le match suivant, tu vas à Chartres, tu gagnes aussi de +1. Tu gagnes aussi de +1 contre Saint-Raphaël. Donc, non seulement tu gagnes, non seulement tu es régulier, mais aussi, tu vois, le money time, ton cœur, il bat la chamade, hein, tu vois. Et tu gagnes aussi de +1 contre Cesson lors de ce qui sera la 26e journée, enfin la 27e journée. Et tu ne le sais pas encore à ce moment-là lorsque tu vas gagner à Cesson, mais c'est ta dernière victoire de la saison. Parce que les 3 derniers matchs de la saison, bah, tu perds 3 fois. C'est une équipe de série. Voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Les trois derniers matchs de la saison, tu perds -5 contre Toulouse, 39-34. Toulouse qui est à la bataille pour l'Europe pour arracher la 4e place derrière les trois gros. Tu perds bah, contre un des trois gros, justement. -2 contre Montpellier, 29-27 à domicile pour ton dernier match à domicile. Et justement, un autre gros, bah, et c'est pas n'importe quel gros, puisque tu conclus ta saison à Paris, mais pas à Coubertin, puisque c'est dans un contexte très particulier. Je me rappelle très bien, puisque j'y étais à ce match-là. Le match contre le Paris Saint-Germain à Bercy, 15 000 personnes, record d'assistance, de présence de spectateurs payants pour un match de handball de championnat de France. Jamais autant de monde était venu voir un match de Liqui Moly Star League, un match de première division française. Et c'est le Paris Saint-Germain qui l'a fait à l'occasion du départ du dernier match en club de Nicolas Karabatic. On y reviendra plus tard lorsqu'on va présenter notamment le Paris Saint-Germain.
Et j'y étais vraiment, c'était un énorme moment, très émouvant. Vraiment, c'était vraiment quelque chose que cette rencontre de PSG contre le PAUC. Tu perds à Paris 39-36. Et aussi, ben, pareil, le dernier ballon de Denis Serdarevic, justement, qui est parti du club, ben, Nicolas Karabatic, ben, lui a mis une balle dans la tête. Une balle dans la tête. Eh, une balle de hand, attention, hein. Restons bien, restons tranquilles. Une balle de handball dans la tête, puisque sur le penalty qui a été concédé dans les dernières secondes du match, voilà quoi, tu perds. Enfin, c'était un petit peu très émouvant. C'était les dernières secondes. Tout le monde était debout. C'était un match un peu spécial cette rencontre, mais n'empêche que tu le perds quand même pour les statistiques. Et tu finis à 15-15, quoi. 15 victoires, 15 défaites par rapport à ça. C'était le Yago du PAUC, et alors qu'ici, là, j'ai la musique qui s'est lancée. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est du live, c'est du direct. Je ne couperai pas ce truc. On y va, c'est nous-mêmes, nous-mêmes, hein. T'es chez moi, t'es à la maison et tu profites pour pouvoir prendre un petit peu ta leçon d'histoire et d'analyse. Alors, ce Yago consommé, on a beaucoup parlé du PAC. Comme je te l'ai dit, il y avait beaucoup à dire sur cette équipe. Eh ben, tu sais quoi? Maintenant, on va passer au set de platine et on va regarder les départs. Et comme on dit dans le basket, en NBA, on a appuyé sur le bouton rouge. C'est-à-dire que tu as dynamité, il y a eu... Alors, non, c'est pas à la fin de la saison qu'on a décidé ça, c'est depuis quelques mois auparavant. On ne savait pas trop l'entraîneur comment ça allait se passer. Et ben, tu as 10 joueurs qui font leur valise, qui s'en vont de cette belle région, de cette très très belle ville qui est Aix-en-Provence. Gardas Babarskas est parti, le Lituanien. Christian Christiansen, l'Islandais, aussi parti. Goran Levavasseur, parti à Valence en Pro League. Jordan Camarero, également le Béarnais qu'on salue très bien. Ben lui aussi parti, il est parti en, comment dire, je crois, c'est en National 1 du côté de Marseille, Marseille-Provence. Également, bah, juste à côté d'Aix, hein, simplement pour aller un challenge pour continuer de jouer, bien qu'il soit en fin de carrière. Il va aller donner son expérience dans une équipe en division inférieure à Marseille. Diogo Silva aussi parti du côté, je sais plus de quel côté il est parti. Je crois qu'il est parti du côté de Kolding, je crois, hein. Il faut que je cherche, mais corrige-moi dans le champ de commentaires si je me trompe. Là, du coup, j'ai un trou là tout de suite. Mais le Portugais Diogo Silva est parti. Pareil pour l'autre Portugais Gilberto Duarte, parti du côté de l'AEK Athènes aussi également pour aller jouer avec l'ami Adama Keita, ancien Parisien aussi également. Xavier Labigang, on en a parlé dans une preview précédente, est parti du côté de Cesson-Rennes. Denis Serdarevic, lui aussi, parti du côté de Célestat en Pro League. Adrien Vergely s'en est allé également. Et Wesley Pardin, à qui je fais un grand bonjour, est parti du côté de Nîmes dans un échange justement avec l'autre gardien, José Baznik, on va en parler juste après. Et Philippe Gardan n'est plus entraîneur de Aix, mais il n'est pas parti de Aix, il est resté dans l'organisation. Il est devenu directeur sportif. Et justement, je t'ai raconté l'histoire de Magnus Andersson qui aurait dû, en principe, venir et qui finalement n'est pas venu. Et bien là, on passe à la slide suivante et je te présente le nouveau coach Eric Foretz du PAUC. Il était l'adjoint de Philippe Gardin l'année dernière et c'est Benjamin Pavoni qui passe assistant. Benjamin, d'ailleurs, si tu me regardes, grand bonjour. On s'est rencontré avec l'équipe réserve justement de Aix l'année dernière quand ils sont passés du côté de Bruges-Lormont quand je spiquais là-bas. Et ben Benjamin est devenu assistant adjoint de Eric Foretz. Nouvelle organisation, niveau coaching, Benjamin qui donc s'occupait également du centre de formation, qui s'occupait de l'équipe réserve de National 1. Maintenant prend du galon. Benjamin a déjà d'ailleurs été intérimaire de Thierry Henty à l'époque où ça a fait 11e, ça n'a pas du tout marché. Et en Coupe d'Europe, Aix n'a pas du tout été au niveau, n'a pas du tout été au rendez-vous. C'était une fin de saison un peu bois-patate, hein, comme on dit aux Antilles. Mais le voici maintenant bombardé adjoint. Maintenant, l'effectif de Aix, c'est quoi? 26,7 ans de moyenne d'âge, un mélange d'anciens et de jeunes. On va commencer par les gardiens de but. Je te disais donc que José Baznik, le Slovène, habitué de la Ligue et Movistar League, arrive pour remplacer justement Wesley Pardin qui est parti. Gustav Benke, suédois, est arrivé pour le seconder au poste de deuxième gardien, puisque voilà, les deux gardiens, Denis Serdarevic est parti aussi. Sur la base arrière, à gauche, Romain Lagarde, donc on connaît très bien, international français aussi également. Donc voilà, dans la shortlist, souvent appelé, maintenant il était très appelé et participait même à la sélection de l'équipe de France. Maintenant, il est un petit peu plus éloigné, mais il a quand même des choses à prouver, l'ami Romain Lagarde. Adam Lund, le Suédois aussi, pour compléter, pour faire la doublette, avec Ronan Conteprat, qui vient de Pro League aussi également pour compléter à ce poste. Demi-centre,
Je vais longuement te parler de lui un petit peu plus tard. Yann Tarafeta, l'Espagnol. Il y a beaucoup à dire sur ce jeune homme, parce qu'il est jeune, à 25 ans. Je te réserve une partie, une séquence de la vidéo un petit peu plus tard. Elliot Desblancs aussi très prometteur, Elliot Desblancs, que j'ai pu voir de mes yeux lorsqu'il jouait avec la réserve du PAUC. Eh ben, c'est de la dynamite. Il a d'ailleurs fait quelques apparitions dans le groupe pro l'année dernière. Elliot Desblancs, très prometteur, à suivre de très près. Et aussi pour compléter, David Angaro, le Brésilien, est là aussi également. À droite, on a un habitué, il est là depuis un petit moment, Simejevic, le Croate, avec Alexandre Trita, transfuge de Chambéry, la connexion Chambéry-Aix en action. Et donc il arrive. Louis Despréaux également arrive, vient compléter la base arrière du côté droit de Aix. Maintenant on passe à l'avant. À l'aile gauche, le vieux loup de mer, Mathieu Hong, capitaine, expérimenté, très expérimenté, Mathieu Hong. Lui aussi pareil, pas très loin de l'équipe de France, mais il n'a jamais pu passer le cap. En même temps, à l'aile gauche, il y a du monde en équipe de France quand même. On a Adrian Casquero aussi, l'Espagnol, qui vient d'arriver de la León, qui vient là et qui va compléter le côté gauche de l'aile aixoise au poste de pivot, Andrea Parisini, l'Italien qu'on connaît très bien aussi également, et Hugo Brouzet, pareil, Chambéry Connection, on est là, on descend. Et ça va faire un beau poste de pivot, tout cela. Et à l'aile droite, là aussi pareil, un ancien de chez ancien, Gabriel Lush, il a le PAUC, il a Aix-en-Provence dans la peau, et Antoine Tissot, qui arrive aussi à l'aile droite. Maintenant, on va poser des questions, une grosse question. Aix, avec un certain standing qui est monté en puissance. 13e saison d'affilée en Pro League. Est-ce qu'on peut parler d'un retour vers les sommets quand on se staffe avec notamment Philippe Gardan à la direction sportive, Eric Foretz, coach, 13e saison d'affilée en Star League, je te disais, en croissance constante depuis donc 2016, et première crise de croissance, notamment lors de la saison 22-23, donc il y a 2 ans de ça, à la 11e place, cette saison où qui a coûté sa place à Thierry Anti, d'ailleurs, et rupture totale avec les Rompeu d'Ifada. Alors que lorsque tu voulais rentrer dans ton arena, l'arena du Pays d'Aix, avec cette grosse base de supporters pour faire vraiment du bruit, on a souvent compris que c'était un salon lounge un petit peu, hein. Depuis que les Rompeu d'Ifada ont cassé avec la direction de Aix, notamment du club, on se dit, bon voilà, quoi. Pourtant, c'était un club qui montait, un club qui allait compter. Pourquoi ne pas jouer le troisième larron après Paris et Nantes? Maintenant, ce troisième larron, c'est Montpellier. Mais en fait, aller se mêler un petit peu avec ces 3 équipes-là pour créer un bel engouement, créer quelque chose, eh ben non, quoi. On a besoin de Aix pourtant pour revenir à un très haut niveau. Et on se demande comment recréer cet engouement-là perdu alors que cette équipe vraiment était skyrocket, comme on dit en anglais. C'était une vraie fusée qui commençait à arriver, à monter, à s'installer dans les hauteurs de la Star League. La Coupe d'Europe a été assez fatale. Alors, le Pays d'Aix a l'habitude de jouer l'European League, mais la dernière a été assez calamiteuse. Ils ont perdu tous leurs matchs, dans mon souvenir, hein. J'ai plus les stats en tête, mais ça n'a pas été fameux à ce moment-là. Et depuis, ça correspondait aussi à la période Covid aussi un petit peu. Donc, c'était pas forcément simple à ce moment-là. Mais bon, c'est pas une excuse. Il n'en demeure pas moins que eh ben, le PAUC, la dynamique a été complètement rompue avec cette 11e place il y a 2 ans, la 8e place l'année dernière avec une saison irrégulière, Philippe Gardan qui vient faire l'intérim, Magnus Sanderson finalement qui devait venir, finalement qui vient plus. Voilà, en gros, dans l'organisation de Aix, il y a pourtant des joueurs, il y a des joueurs de très haute qualité, de très bonne facture, et là il faut repartir, il faut relancer la dynamique, et Eric Foretz va avoir fort à faire avec un bel effectif quand même malgré tout. On va voir comment on sent l'effectif de Aix. Là, tu les vois, ils ont fini 8e cette année. Je vais te donner mon pronostic à la fin de l'année. Il va falloir mesurer ça avec la dynamique des autres clubs, hein, parce que dans la zone de Aix, il y a d'autres clubs qui ont beaucoup à dire, beaucoup à voir aussi. On va voir comment ça se présente. Est-ce que Aix va parvenir à y arriver malgré tout? On va te répondre dans quelques instants, mais d'abord, je t'ai fait un petit teasing encore dans la vidéo. On va parler de Yann Tarafeta maintenant. L'expert de défi. Yann Tarafeta, 25 ans, tout juste bronzé, des Jeux Olympiques à Paris 2024. Si tu as bien suivi la compétition, il n'a pas été loin d'être dans le set majeur, notamment donc dans le All-Star Team des Jeux Olympiques. Il aurait pu, ça aurait pu. Yann Tarafeta, largement, il a fait une très très belle compétition avec l'équipe d'Espagne. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'Aix depuis 2020. Il est au club du Pays d'
Il a prolongé jusqu'en 2026 l'année dernière. On peut dire, comme on dit en NBA dans le basket, qu'il est dans son prime. C'est-à-dire qu'en gros, à 25 ans, tu es dans le viseur de plein de clubs. Et notamment, je l'ai mis en bas, le Dynamo Bucarest était sur lui. En fait, les rumeurs l'envoyaient là-bas. D'autres clubs en Europe également commencent à bien le regarder parce que les stats qu'il fait, la saison qu'il fait et les 13 buts marqués contre Nantes du dernier match là-bas, c'est pas du tout passé inaperçu. On parle d'un joueur qui, en 23-24, a marqué à 162 reprises pendant 24 matchs joués. Il est donc le deuxième meilleur buteur du club derrière Gabriel Luch sur le côté droit. Donc, 66% de réussite, 7 passes décisives de moyenne. 7 passes décisives de moyenne. Est-ce que tu te représentes la qualité du gars? Non seulement il peut scorer, mais il sait trouver son pivot. Il sait trouver ses arrières. Il connaît le jeu. Et aussi en défense, c'est pas un plot, c'est pas une porte de salut, parce que faire 0,7 interceptions, Yann Tarafeta a pris conscience de quelque chose. On commence à voir le phénomène, on commence à le voir arriver. Profitons-en encore pendant qu'il soit à Aix. Si Aix ne fait pas une meilleure saison que ça, il est obligatoire que Yann Tarafeta s'en aille. Là, en tout cas, mon collègue Handball Nation en Allemagne, qui a l'habitude de suivre la Bundesliga, il l'a vu, lui, de son côté, et on parle de quelqu'un, l'ami, comment dire, je ne sais plus comment il s'appelle, Handball Nation, je le suis d'ailleurs, je suis un de ses abonnés YouTube. Il a vu Yann Tarafeta. Il a dit dans son, comment dire, lorsque lui-même fait sa présentation, lorsqu'il fait son bilan, il fait des rankings sur qui sont les meilleurs demi-centres, les meilleurs playmakers au niveau européen et mondial. Yann Tarafeta, il est dans les 10, il est dans la conversation. Donc là, on parle d'un vrai phénomène. Profitez-en à Aix. Je ne suis pas certain que si on n'arrive pas à Aix à faire une meilleure saison que ça, je pense que très sincèrement, dans un top club européen, on va pas tarder à en entendre parler. En tout cas, si le Dynamo Bucarest a commencé à le voir, le Dynamo Bucarest qui va faire la Ligue des Champions a commencé à le voir, non, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Yann Tarafeta, c'est mon expert de défi. Pour moi, il est évident qu'il va porter le jeu de Aix. Et après, les joueurs autour, il faut que ça score, il faut que ça envoie du lourd. Aix, il faut que ce soit en haut, il faut que ça remonte fort, fort, fort. Et tu vas voir mon bilan. Voilà, tu vas voir ce que j'en pense. Je pense a priori que ça va être un petit peu court niveau effectif, mais Yann Tarafeta à voir, à regarder tous les jours. Yann Tarafeta au top du hip-hop du côté du pays d'Aix. C'est chaud, surtout qu'avec Elliot Desblancs, qui va prendre la vie à côté de lui juste derrière, au poste de demi-centre à Aix, ça va être du feu de Dieu. Il faut regarder ce qui se passe et ça ne joue que la Ligue Immobilier Star League et la Coupe de France cette année. Attention, attention, attention. Maintenant, comment je vois le futur? Pour Aix, c'est simple. 14 victoires, une victoire de moins que l'année dernière, 4 nuls et 12 défaites. Je vois des victoires contre Chartres, Ivry, Cesson, Toulouse, Dunkerque, Nîmes, Créteil 2 fois, Istres 2 fois et Tremblay, Montpellier, Toulouse, Saint-Raphaël 2 fois et Limoges. Voilà. C'est simple. C'est très simple. Aix, ça gagne. Ça gagne beaucoup, mais ça va perdre de temps en temps. Ça va lâcher des points en route. Match nul contre Cesson, Dunkerque, Chambéry, Chartres. Maintenant, si ça se convertit en victoire, la Aix, c'est plus que la huitième place. Ça se bataille pour l'Europe. Attention, là, on commence à rentrer dans la partie du championnat où ça commence à causer. Et donc, Aix, qui a été très irrégulier la saison dernière, a perdu des matchs là où il devait en gagner absolument. Là, ça donne quoi, en fait, en termes de points par rapport aux autres? Là, on commence à rentrer dans les schémas, dans des équipes qui ont 32 points. Donc, parmi toutes les équipes que j'ai traitées jusqu'à maintenant, là, on commence à rentrer dans un truc un petit peu sérieux. Alors, j'ai fait exprès de leur enlever des points, mais j'attends d'être surpris honorablement. Parce que quand tu as un joueur comme Yann Tarafeta, euh, normalement, en principe, ça doit aller beaucoup plus haut que ça. Ça doit aller beaucoup plus haut que ça. Et j'attends la suite. J'attends de voir la suite. Donc là, le classement, pour l'instant, de toutes les équipes que j'ai traitées, elles sont largement au-dessus. Au-dessus de Dunkerque, au-dessus de Chartres, au-dessus de Saint-Raphaël, c'est évident. Au-dessus de Cesson-Rennes, c'est évident. Les équipes qui jouent le maintien, Ivry, Créteil, Istres. Tremblay, alors j'ai mis Tremblay assez bas. Après ma conversation avec le média, avec Clément du média La Roucoulette, lui, il les voit beaucoup plus haut. Tremblay, il voit Tremblay top 10. J'attends de voir. J'attends de voir. Moi, perso, je les vois se maintenir voilà, un petit peu plus. Maintenant, on revient au PAUC, mais je suis désolé. Le PAUC,
J'ai mis 32 points, je suis sévère, mais ça doit être beaucoup plus haut que ça normalement. J'attends d'être surpris, ça se trouve peut-être qu'il va se passer autre chose. Mais on verra d'ici là. Tu sais, hein, une saison, il y a des aléas, il peut y avoir des blessures, il peut se passer tout un tas de trucs. On verra comment ça se passe pour les joueurs d'Eric Forets, et notamment Yann Tarafeta, que j'attends de pied ferme. Et oui, mon gars. Allez, on arrête le partage et on revient par ici. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu auras appris des choses concernant le PAUC. Si c'est le cas, tu me mets un pouce pour pouvoir me remercier de la pratique de cette vidéo. Sinon, tu écris dans le champ de commentaires qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas dit. Est-ce que j'ai pas forcément été très très juste sur tel aspect. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai pas la science infuse. Je me renseigne, je me forme. Construire ces vidéos, c'est un vrai boulot. Crois-moi, fais l'exercice. Toi aussi, joue au jeu du pronostic. Regarde ce qui se passe, regarde les forces en présence. Et bien, venons après échanger ensemble. On est passionnés de handball tous ensemble, on fait avancer la cause. Enthousiastique, c'est le projet. Je me lance. C'est parti pour cette année de handball. La prochaine vidéo, on va aller dans un phare. T'es prêt à vivre l'aventure? Normalement, si tu connais le hand, tu sais de quelle équipe je vais parler dans ma prochaine vidéo. En tout cas, commente, like, partage et on se retrouve très bientôt. Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. On est parti. Salut.